Je ne sais pas, Yves, si votre nouvel invité est un adepte des soins thermaux, la cure, de rigueur. Il a forcément un avis sur la question. Bonsoir Thierry Breton, Bonsoir. merci d'être Bonsoir. parmi nous. Merci. Vous êtes ancien ministre des Finances, précisément, en France, et puis ancien commissaire européen, notamment au marché intérieur. Et on va parler de tout cela, parce qu'on va parler à la fois du budget français qui va rentrer en discussion, et puis de la voie de l'Europe et du fonctionnement de l'Europe. Alors, justement, et avant que vous répondiez à Yves, Monsieur Breton, Yves, il y a encore quelques jours, Michel Barnier promettait en substance que les annonces budgétaires ne toucheraient pas tout le monde. Est-ce qu'on a un menteur à Matignon aujourd'hui ? Alors, un menteur à Matignon, je ne sais pas. Je pense qu'il essaye de faire passer une potion qui n'est pas magique, d'ailleurs. Vous savez, c'est la phrase de De Gaulle. Soit on fait faillite, soit il y a un miracle et ça marche. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un miracle et je suis quasi certain que si on continue comme ça, on va vers la faillite. Et notre invité, justement, là-dessus, a quelques opinions importantes, puisque Thierry Breton, vous avez écrit à plusieurs reprises et dit à plusieurs reprises que c'est pas faire mieux d'État, mais c'est de faire moins d'État qui est important d'accomplir, et donc de faire moins de dépenses publiques. Quand vous voyez le projet de budget 2025, c'est quoi sinon de l'austérité pour vous ? Je ne pense pas qu'on puisse dire que le Premier ministre Michel Barnier est un menteur. En tout cas, je ne le dirai pas. Vous non plus, du reste, vous ne l'avez pas dit. Je dirais plutôt que c'est un budget, ou en tout cas, en ce qui le concerne, c'est plutôt, pardon cette expression un peu triviale, mais c'est un pompier. C'est un budget de pompier. Ça veut dire quoi ? Il vient ici pour éteindre un incendie budgétaire. Mais enfin, éteindre l'incendie budgétaire, ça ne veut pas dire régler les problèmes. Je m'explique. On a aujourd'hui, il faut vraiment que nos téléspectateurs le sachent, quand on a 6% de déficit, ce qui va être le cas en 2024, on nous annonce, ça pourrait être peut-être... On le découvre, d'ailleurs. Oui et non, parce que c'est pas Ça, vrai. je voudrais avoir On ne découvre pas, c'est faux de le dire. Oui, mais alors à ce moment-là... On était à 5,9, maintenant on dit 6,2, donc voilà. On ne découvre pas. Je crois que, oui, j'entends cette polémique. Mais et elle est alimentée par l'ancien ministre des Finances lui-même, Oui. Bruno Le Maire, qui dit « vous saurez un jour la vérité ». Oui, ben, on verra ce qu'il veut dire, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi, je peux vous dire que je suis ces questions, et je les suivais également à qualité lorsque j'étais commissaire. Donc, on s'attendait tous, c'est pas vrai, c'est pas une surprise, à 5,9, 6, 6,1. Donc, tout ceci était, je dirais, c'est quoi, prévu. La responsabilité, elle est où alors ? Mais la responsabilité, elle est assez simple. C'est laquelle ? Elle est assez simple, c'est que quand vous gérez, Yves Tréhard, Oui. quand vous êtes en charge d'une administration, je l'ai été, vous l'avez rappelé, à de nombreuses reprises dans ma vie, eh bien, on dirige son administration. On n'est pas dirigé par son administration. C'est ce que j'ai fait à maintes reprises, évidemment. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 8 mois en France ? Nous avons eu des élections, un temps assez long, du reste, pour annoncer les têtes de liste. La France s'est mise... Je ne dis pas qu'elle s'est arrêtée. Elle n'était pas gouvernée ? Je ne dirais pas qu'elle n'était pas gouvernée. Je dis qu'elle s'est mise un petit peu en retrait. Lorsqu'on a eu la dissolution, Oui. la France s'est focalisée sur la dissolution et sur les élections. Et puis ensuite, on a eu un gouvernement de transition. Donc évidemment, les ministres réalisaient les affaires courantes. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Ça veut dire que quand on est dans l'exécution d'un budget, et tous les jours, on voit effectivement que les recettes ne sont pas exactement ce qu'on escomptait, les dépenses peuvent être un peu plus grandes. Et ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, il revient aux politiques de prendre les décisions correctrices. Et là, elles ne pouvaient pas être prises. Il n'y avait pas de pilote dans l'avion ? Mais c'est pas qu'il y avait des pilotes, mais c'était pas leur rôle, puisqu'encore une fois, ils étaient là uniquement en gestionnaire de transition, et donc il fallait prendre des décisions, Yves Tréhard, politiques. Oui. Il fallait donc attendre que les politiques arrivent. Sur les proportions donc, de ce budget. Ce que je veux dire, c'est que effectivement, vous savez, je l'ai connu dans toutes les périodes de ma vie. Lorsqu'on lève un peu le pied, eh bien, ça dérape. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Yves, le chef du gouvernement estime que ce projet de budget, c'est 2 tiers de baisse de dépenses, 1 tiers de hausse d'impôts. Le Haut Conseil des finances publiques
Alors, le gouvernement n'a pas trop apprécié d'ailleurs, juge fragile les attentes budgétaires du gouvernement et estime qu'en termes de proportion, c'est plutôt l'inverse, 2 tiers moi, de je suis hausse d'impôts et 1 tiers de Oui, mais alors, ça dépend. baisse de dépenses. Ça dépend. Qu'est-ce qu'il en est vraiment? Je suis d'accord, parce que finalement, il y a énormément, en dehors de l'impôt sur le revenu des plus riches et puis de l'impôt sur les super profits des grandes entreprises, il y a énormément de hausses de taxes, de suppression d'aides. Enfin, il y a beaucoup de choses quand même Non, mais qui ne relèvent pas, je dirais, du train de vie de l'État. ça touche l'assiette, pour reprendre un jargon qu'on utilise effectivement à Bercy, l'assiette est évidemment beaucoup plus large que les 65 000, ce qu'on nous a brandi urbi et orbi pour justifier qu'on allait faire effectivement, qu'on allait commencer à s'attaquer enfin à la dépense publique. Pas assez à mon goût, vraiment pas assez. 60 milliards globalement, d'ailleurs, c'est pas assez pour l'économie. Écoutez, un chiffre. Quand on est à 6%, ça veut dire qu'on dépense 150 milliards de plus que ce qu'on gagne. 6%, c'est ça. 150 milliards de plus que ce qu'on gagne. Depuis 1981, la France, tous les ans, en moyenne, lycée, tous les ans, a dépensé 60 milliards en gros, 57,4 pour être très précis, retenons 60 milliards de plus que ce qu'elle a dépensé. Vous multipliez 60 milliards par 60 ans, eh bien, ça fait par 40 ans. 40 ans, oui. Eh bien, ça fait effectivement 2 milliards. Mais vous 2500 milliards. Vous nous parlez de chiffres, Thierry Breton, vous on ne peut pas avez étrangler les gens non mais plus, attendez, vous avez donc pour résorber une... Non, mais il Thierry faut Breton. expliquer. Thierry Vous Breton. avez donc la dette qui s'est créée. Ces 150 milliards de plus, ils vont où, monsieur Tirard, à la fin de l'année? Ils vont où? Ils vont où? Dans la dette. Dans la dette. Eh oui. Parce qu'on paye la dette. Et donc, ça veut dire que on peut pas continuer comme ça tous les ans. C'est On les n'est intérêts plus, de la dette. pardon, mais on n'est plus aujourd'hui à 60 milliards d'excédent, de plus, de dépenses. On est à 150. 150. Et alors, on va continuer comme Thierry ça? Breton, Vous croyez qu'on va continuer comme ça? Combien de temps? je voudrais que vous expliquiez une chose. Vous dites pas mieux d'État, mais la seule solution, c'est moins d'État. Où est-ce que vous faites les économies? Mais pourquoi dis-je ça? Vous, ministre des Parce que Finances. d'abord, à chaque fois qu'un nouveau gouvernement arrive, et on n'est pas là pour les blâmer, je ne blâme personne, Ouais. mais vous avez, que ce soit un nouveau Premier ministre, que ce soit un nouveau président de la République, que ce soit un nouveau ministre des Finances, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ah non mais, on va avoir mieux d'État. Le nouveau Front Populaire nous a seriné pendant des semaines avec Madame Castet, je crois, qui nous disait « Moi, je veux faire mieux d'État ». Et on dit toujours mieux d'État. Et le mieux d'État, finalement, ça se traduit par les chiffres que je viens de vous dire. Ce qu'il faut, quand on a 150 milliards de dépenses de plus que ce qu'on gagne, eh bien, c'est tout simplement, quoi? Qu'on vit au-dessus de nos moyens. Ça veut donc dire Donc, qu'il faut tailler. Mais c'est pas tailler, ça veut dire revoir les choses. On a inventé la réduction du temps de travail, que ce soit tout au long de la vie, retraite à 60 ans sous Mitterrand, réduction du temps de travail sous Mitterrand, 5e semaine de congé payé sous Mitterrand, 1,5 million de fonctionnaires embauchés sous Ça Mitterrand. nous a ruiné tout ça. Je ne dis pas que ça nous a ruinés, ça a été affiché comme une troisième voie, la fameuse troisième voie française, mais on n'avait pas les moyens de se la payer. On se les payait par de la dette. La dette, quand François Mitterrand arrive au pouvoir, la dette de la France est à 21% par rapport au PIB. Quand il s'en va, 2 septennats plus loin, elle est de 52%. La dette commence vraiment à gonfler, à enfler, pour payer ce fameux modèle social qui est notre. On y est attaché. Il faut y renoncer. Non, pas du tout. Et vous voyez, on y est attaché. Mais il faut se reposer les questions avec une vision. C'est pas tous les ans. Est-ce que vous validez toutes les annonces sur l'énergie, sur l'automobile, sur la santé, qui vont en avoir un impact? Et je pense qu'à ceux qui nous regardent ce soir, un impact très concret sur leur vie, c'est-à-dire je n'ai ni à valider ni à pas valider. Ce que je vous dis, si, vous avez un regard. Ce que je vous dis, c'est qu'évidemment, il faut tout faire maintenant pour commencer à baisser. Mais l'année prochaine, on sera à combien en déficit avec ça? On sera à combien? On sera à 6%. 6%. 6%, ça veut dire 6%. que avec les 60 milliards qui sont annoncés, on sera encore à 6 milliards. Ça veut donc dire qu'il faut qu'on se pose les questions, non pas sur un an. Et c'est dans ce sens où je disais, je faisais référence à cette métaphore du pompier. Ouais. C'est non pas sur un an. C'est pas sur un an qu'on va régler le problème pour répondre à votre question. C'est sur les 5 à 10 ans qui viennent. Mais faut-il donc ça va être 10 ans de rigueur? Non, faut-il encore se réunir ensemble et se poser des questions ensemble de comment doit-on faire pour financer
notre modèle social, le revoir de fond en comble. On ne peut pas continuer comme ça. Thierry Breton. Mais on ne peut pas continuer comme ça. Pourquoi vous ne seriez pas ministre des Finances? Pourquoi vous n'avez... Est-ce que vous avez été appelé? Mais je l'ai déjà été, donc j'ai donné, ça va. Je l'ai déjà fait. Vous l'avez proposé. Et du reste, c'est pas la question. Et du reste, vous avez refusé Bercy, là. Parce que vous êtes quand même réputé pour être un des meilleurs. Depuis, on va quand même le dire, puisque vous l'avez pas dit depuis le début de cette émission, vous êtes le seul ministre des Finances depuis 50 ans qu'il n'y a pas de budget à l'équilibre en France, depuis 1974. Vous êtes le seul à avoir réalisé un tantinet d'économie entre 2005 et 2007, parce que vous aviez engagé un rapport qui s'appelle le rapport Pébro, et que vous avez réussi à faire des économies à la France. Pourquoi? Eh bien, on n'applique pas vos recettes. Eh bien, un mot. D'abord, je n'ai pas cette prétention-là, mais je veux dire comment on l'a fait. Parce que précisément, mon objectif, c'était de revenir au respect des traités. Parce que la France est forte quand elle respecte les traités. Quand la France ne respecte plus les traités, y compris le traité de Maastricht, la France est beaucoup plus affaiblie. Donc mon rôle de ministre des Finances, c'était, dans le périmètre qui m'était imparti, c'était de faire en sorte qu'on respecte ces traités. Mais c'est vrai qu'on était à 67% d'endettement. Et pour expliquer à nos compatriotes qu'il fallait baisser pour revenir à 60%. Alors, les chiffres semblent complètement par rapport à ce qu'on est aujourd'hui. Mais c'était pas au siècle dernier. Hein. Qu'est-ce qu'on a fait? J'ai demandé à Michel Pébro de réunir une commission très large, transpartisane. Il y avait des communistes, il y avait des socialistes, il y avait à l'époque du RPR, de l'UDF, tout le monde était là, tous les syndicats étaient là. Et il a fait un travail formidable de pédagogie pour expliquer précisément à nos compatriotes pourquoi il fallait le faire. Pourquoi pas et on l'a fait. Pourquoi pas aujourd'hui? Eh bien, vous savez ce qui s'est passé? À ce moment-là, on a mis en place une dynamique pour arriver à 60%. Malheureusement, quelque temps après avoir été élu, Nicolas Sarkozy est allé s'inviter à l'Eurogroupe en juillet 2007. Il a dit « Non, moi, je ne veux pas qu'on revienne à 60%, je casse cette dynamique. » Celui dont vous dites qu'il a été le président de la République le plus dépensier de la Non, je ne fais que mesurer, durant son quinquennat, la dette de la France a augmenté de 25 points de PIB, alors que celle de l'Allemagne, dans le même temps, on avait la même crise des deux côtés, n'a augmenté que de 13 points. Ben oui, il y en a un qui a dépensé plus que l'autre. 25 points, c'est absolument gigantesque. Thierry Breton, vous voyez le trentenaire Antoine Armand qui a les clés de Bercy, avec son collègue Saint-Martin, trentenaire lui aussi. Franchement, entre nous, parce que depuis le début de l'émission, là, je ne veux pas vous brusquer, mais vous dites, j'ai pas à dire c'est bien, c'est pas bien le budget, je ne m'exprime pas sur les personnes. Mais quand vous voyez les nouveaux locataires de Bercy, vous ne vous dites pas, sincèrement, j'aurais pu y être et peut-être. Non, pas du tout. Alors pas du tout, mais puisque. Vous n'avez pas refusé Bercy. Mais pas du tout, et je n'ai pas refusé. D'abord, si j'avais refusé, je le dirais pas. Mais je n'ai pas refusé. Mais pourquoi vous l'avez pas proposé? Vous n'êtes pas proposé puisque mais on vous se avez propose pas dans ces cas-là. Ça marche pas comme ça. Ouais. Est-ce que la position elle est bonne aujourd'hui, celle qui est proposée par Michel Barnier? Est-ce que la position est bonne? Je rencontre à sa demande la semaine prochaine le nouveau ministre des Finances. Et donc voilà, donc je vais voir effectivement, on va discuter. Monsieur Armand. Armand, vous le connaissez ou pas? Pas du tout, mais il est venu vers moi et il a très gentiment. Il va peut-être vous écouter. Il a très gentiment souhaité me rencontrer. Je rappelle que vous avez écrit un livre. Là. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Antidette. C'est vrai, vous êtes quand même en 2007. C'est vrai. J'aimerais vous entendre sur l'Union européenne aujourd'hui. Vous êtes fâché avec Mme von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne. Vous avez quitté la Commission européenne parce que vous étiez en désaccord avec elle. Non, je ne suis absolument pas fâché avec elle. Je n'ai fait qu'exercer la mission qui était la mienne, c'est-à-dire de commissaire européen qui avait en charge un très gros portefeuille, je crois l'un des plus gros depuis que les 70 ans que la Commission existe. Il avait été voulu par le président de la République, Emmanuel Macron, lorsqu'il avait proposé... C'était le marché intérieur, c'était le marché intérieur, c'était l'industrie, absolument, c'était la défense, c'était le numérique, c'était l'espace, etc. Il avait voulu... C'est lui qui est allé chercher, qui a, je dirais, entre guillemets, pardon cette expression, inventé Ursula von der Leyen. Elle était alors ministre de la Défense. Il a proposé, il l'a poussé, et il a fait en sorte qu'en 2019, elle devienne présidente de la Commission. Mais il a souhaité, et je trouve que c'était une bonne suggestion, que la France ait un portefeuille très important, peut-être dans son esprit, depuis que vous êtes parti, pour contrebalancer précisément le poids. Vous savez, l'Europe, c'est franco-allemand, c'est un axe, c'est pas que ça. Il existe encore ce moteur franco-allemand? Non, beaucoup moins, et c'est un vrai problème. Et donc, il avait voulu contrebalancer. Bon,
Et moi, j'ai joué ce rôle. Bien entendu, quand on est commissaire, on oublie son pays d'origine, on travaille pour l'intérêt général européen. Mais, je le redis, l'axe franco-allemand, je suis un militant de cet axe franco-allemand, c'est très important. Il existe, mais faut-il encore qu'on puisse l'incarner et qu'on ait les moyens d'effectuer, je dirais, cette sorte de rapport de force. Stéphane Séjourné, qui vous a remplacé à la Commission européenne, est-ce qu'il a le même poids que celui que vous aviez? Non mais pour répondre à cette question, mon portefeuille était suffisamment large pour qu'aujourd'hui... Et lui, il est moins large. Pour qu'aujourd'hui, ce soit 5 commissaires qui se partagent mon portefeuille. C'est vous dire qu'il était donc relativement large. Et Stéphane Séjourné, j'avais 4 directions générales dont l'espace qui me rapportait. Il en a une, mais il coordonne indirectement un certain nombre d'autres commissaires. Donc voilà, on va voir. Le problème, c'est que, et vous dites, je me suis fâché avec Ursula von der Leyen. Non, j'ai toujours exprimé ce que je devais dire. Vous savez les conditions dans lesquelles j'ai estimé que c'était mon choix. Mon devoir de partir, lorsque j'ai compris qu'il y avait cette espèce de tractation. Donc vous êtes en désaccord, Oui, sur la tractation. Soit Thierry Breton reste, il aura un plus petit portefeuille, soit c'est quelqu'un d'autre, et donc il aura un plus grand portefeuille. J'ai estimé que ce n'était pas mon rôle, dans ces conditions, de rester. Thierry Breton, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Eh bien, j'ai eu la chance dans ma vie d'avoir 4 vies. En parallèle, des fois séquentielles. Vous avez été écrivain, chef d'entreprise. Oui, professeur. Ministre et professeur. Voilà. Et alors? Eh bien là, je ne suis plus politique en ce moment. Donc, vous ne voulez pas le redevenir? Il y a les 3 autres. Mais on verra, la vie, vous savez, c'est comme ça quand on a plusieurs vies en parallèle. En ce moment, ouais. Et donc j'ai les 3 autres qui maintenant donnent à plein. Entrepreneur, auteur et professeur. Donc pas de retraite? Ah non, certainement pas. Pas de retraite. Vous êtes ancien commissaire au marché intérieur, on le rappelle. On a envie de vous entendre quand même sur la polémique Doliprane, si je puis m'exprimer ainsi. Le médicament le plus vendu en France, qui est sur le point de passer sous pavillon américain. Thierry Breton. Sanofi a annoncé négocier avec un fonds d'investissement américain pour lui céder le contrôle de sa filiale de produits en vente libre Opella. La vente à la découpe de la France se poursuit, estime Jordan Bardella. Les risques sur notre souveraineté sanitaire et sur l'emploi sont considérables. Il serait incompréhensible que l'État laisse faire. D'abord, est-ce que l'État doit ou peut intervenir dans ce jeu qui n'en est pas un? Non, je ne le crois pas. D'abord, il faut regarder effectivement les choses. C'est pas parce qu'un actionnaire change que les usines se délocalisent. Et un proche du fonds d'investissement dit à BFM TV que c'est une entreprise française qui restera en France et qui continuera à se développer en France. Et qui est rentable et qui se développe. Jusqu'au jour où c'est plus le cas. On le rappelle. On rappelle que c'est l'un des médicaments les plus importants. Justement, c'est pour ça que ça suscite beaucoup de bien sûr. Réactions. Mais à partir du moment où j'ai cru comprendre, ça c'est pas à moi de voir, ce sont les services de Bercy, ils sont équipés pour cela, que effectivement derrière il y a un projet d'investissement, d'investir davantage. Vous savez, Sanofi, les actionnaires de Sanofi sont extraordinairement minoritairement français. Donc on confond toujours une entreprise et ses actionnaires. Les actionnaires de Sanofi sont anglo-saxons. C'est la production. Donc c'est là où l'État doit intervenir. Et beaucoup de ceux qui ont, je dirais, une distance un peu trop marquée du reste avec l'économie. Vous avez cité tout à l'heure Monsieur Bardella. C'est pas le sujet, c'est pas l'actionnariat. Le sujet, c'est le projet industriel qu'il y a derrière. Et c'est là où effectivement les services de Bercy peuvent et doivent et vont sans doute agir. Est-ce que c'était un bon député européen, Jordan Bardella? Parce que vous avez travaillé avec lui. Écoutez, je ne veux pas porter de jugement. Ce que je peux vous dire, c'est que j'espère qu'il ne prendra pas ça mal, parce que c'est pas, je sais qu'il ne le prendra pas mal, mais je l'ai beaucoup plus rencontré dans les couloirs que dans l'hémicycle. Oui, c'est-à-dire que vous faites le reproche qu'il ne travaille pas beaucoup. Ben, je ne sais pas, je l'ai beaucoup plus rencontré je l'ai croisé assez souvent dans les... Ça veut dire ça, en fait. Je l'ai croisé assez souvent, je l'ai croisé assez souvent, du reste, et de façon très républicaine. À chaque fois que je le croisais dans les couloirs, je le saluais. Vous auriez été inquiet s'il avait été Premier ministre, comme il en a été question à un moment? C'est une uchronie que vous me posez là. Bah oui, c'est une uchronie, mais là vous vous en sortez bien. Mais... Bah, elle s'est pas déroulée. Mais la question, c'est elle se repose dans un an. Bah, la question, c'est que au fond, c'est les Français qui ont choisi. Pendant quelques semaines, beaucoup, et je crois beaucoup d'observateurs également, peut-être même au Figaro, ont estimé que le Rassemblement national allait gagner, qu'il allait avoir 289 députés. À la fin, il en a 130. Donc, ça veut dire que les Français ont estimé qu'ils n'étaient pas prêts, qui n'était pas mûr. Ce qui est intéressant. Peut-être aussi qu'il n'y avait pas, et je vais dire un énorme gros mot, peut-être aussi qu'il n'y avait pas encore
suffisamment d'expérience. C'est le reproche que vous lui feriez, non? Non, j'ai dit peut-être. Michel Barnier nous démontre en ce moment que l'expérience, finalement, ça compte aussi. Ah bah pour l'instant, il n'a pas fait ses preuves. Un petit peu. En politique. Je trouve qu'à l'Assemblée nationale, il ne s'est pas trop mal débrouillé, mais on vient de démarrer. Vous auriez été affolé s'il avait mais été rien ne m'affole. Vous seriez resté à Bruxelles à ce moment-là. Rien ne m'affole. Puisqu'on parle du personnel politique et notamment à l'échelle européenne, on voudrait vous montrer le renouvellement du personnel politique à l'échelle européenne. Thierry Breton, regardons ce qui s'est passé il y a quelques jours dans l'hémicycle du Parlement européen. L'eurodéputé LFI Rima Hassan, qui s'est retrouvé en face de François-Xavier Bellamy. Regardons ensemble et vous réagirez ensuite. Votre inculture du sujet est une des sources qui nous empêche d'avancer sur cette question. La question que vous posez, c'est de savoir qui est l'agresseur et qui est l'agressé. La question, c'est de savoir dans quelle dimension temporelle vous vous situez. Ce conflit n'a pas commencé avec les attaques du Hamas et du Hezbollah. Ce conflit a commencé en 1948. Et c'est précisément parce que ici, vous avez laissé Israël, vous avez abandonné les Israéliens et les Palestiniens depuis les accords d'Oslo que nous en sommes à ce chaos aujourd'hui. Donc la question, c'est le partage des responsabilités entre tous les acteurs de la région, mais il faut les resituer dans un contexte historique qui date de 1948. Elle hésite à un moment à venir avec son kéfier faire son discours. Elle prend un parti, donc François-Xavier Bellamy, qui dirige les Français, le groupe LR des Français. Et qui est vice-président du PPE au Parlement. Comment vous réagissez? Elle est coutumière de ce genre d'intervention maintenant depuis qu'elle est élue, y compris Yves Tréhard avec le kéfier. Je rappelle que ce sont les huissiers qui lui rappellent systématiquement qu'on ne porte pas un kéfier, notamment à la tribune. Voilà. Et quand on s'exprime devant le Parlement européen, elle manifeste visiblement à chaque fois un mécontentement que je trouve personnellement pas digne. Oui. Maintenant, elle est coutumière de fait. Elle se trompe de tribune, bien sûr. C'est pas au Parlement européen qu'on va traiter ça. Puis il y a juste une petite chose qui me choque, c'est d'invectiver ses adversaires politiques. Quand on commence par votre inculture. Mais qui est-on pour dire ça? Et en particulier à François-Xavier Bellamy, qui, comme tout le monde le sait, est un éminent agrégé. Ça supposait une culture sur le conflit israélien. Oui, mais je trouve, pardon. Elle est indigne d'être eurodéputée? Non, pas du tout. Personne n'est indigne de quoi. Alors, ils sont élus. Donc, et je respecte profondément ça. Après, il y a aussi, vous savez, alors je sais que en France maintenant, le Parlement. Quand on voit qu'on s'exprime comme ça, c'est formidable. Quand vous voyez ce qui se passe aussi souvent dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale chez nous en France. Ce que je dis, cette évolution est une évolution qui est tout à fait regrettable, que vous considérez comme étant regrettable? Très regrettable, très regrettable. Voilà, j'ai rien d'autre à dire pour le reste. Les propos qu'elle tient n'ont pas vraiment leur place. Est-ce que le président de la République a eu raison d'avoir cette sortie cette semaine en disant qu'il fallait arrêter de vendre des armes à Israël? La France c'est 0,2% des ventes d'armes, des achats d'armes, par Israël, donc c'est-à-dire pratiquement rien. La polémique a eu lieu. Un symbole quand même. La polémique a eu lieu. Elle a eu lieu. Pourquoi elle a eu lieu? Parce que précisément cette interview est sortie à la veille du 7 octobre et des célébrations de. C'est maladroit pour le moins. En tout cas, ça a été perçu comme ça. C'est une évidence. Bon, maintenant, voilà. Sur le fond. Il a été sifflé par le CRIF. Hein. Oui. Vous les condamnez, les sifflets du CRIF? Non, je ne condamne pas, encore une fois, et surtout pas, je ne condamne certainement pas les propos et les comportements du CRIF. Ça veut dire que vous condamnez dans ce moment-là. De la République, alors. Eh bien, je pense que, comme tout le monde, il y a eu un problème évident de calendrier. Mais j'ai vu que le président de la République, qui est aujourd'hui à Chypre, donc dans cette conférence Méditerranée, a réitéré effectivement ses propos, mais avec une distance par rapport aux événements du 7 octobre. Merci Thierry Breton. Merci Thierry Breton, merci beaucoup.